Près de 20 000 civils évacués de Mariupol, où la situation humanitaire est dramatique. À Kiev, les bombardements se poursuivent, notamment sur des zones résidentielles. Une visite en zone de guerre hautement symbolique. Les premiers ministres polonais, tchèques et slovènes ont fait le déplacement à Kiev pour afficher leur soutien à l'Ukraine. Un enfant fuit l'Ukraine chaque seconde. Selon les derniers chiffres, la guerre a poussé à l'exode plus de 3 millions de personnes. La moitié sont des mineurs. L'Ukraine doit compter sur ses forces et ne pourra pas intégrer l'OTAN. C'est le constat du président Zelensky qui regrette que l'Alliance ne crée pas une zone d'exclusion aérienne. Les bombardements se multiplient sur Kiev, encerclés par les forces russes. Selon le maire de la ville, Vitali Klitschko, une frappe contre un immeuble résidentiel a fait 4 morts. Invités à se mettre à l'abri, les habitants de la capitale ukrainienne ont tout juste eu le temps de faire quelques provisions avant le couvre-feu décrété jusqu'à demain matin. Nous sommes arrivés de Tchernihiv. La situation là-bas est bien pire, témoigne Mikola, 62 ans. Ce n'est pas Tchernihiv qu'ils essayent d'effacer de la surface de la terre. Ils visent spécifiquement les zones résidentielles. À Mariupol, autre ville assiégée où la situation humanitaire est quasi désespérée, un couloir humanitaire a enfin pu être mis en place. Près de 20 000 civils ont quitté ce port stratégique en voiture. Des premières aides leur ont été apportées. Mariupol, où selon les autorités locales, les troupes russes se sont emparées d'un hôpital, prenant environ 500 personnes en otage, dont une centaine de médecins. Les efforts se poursuivent dans différentes villes du pays pour mettre les civils en sécurité et leur apporter de l'aide humanitaire, comme ici, à Soumy, au nord-est, où la Croix-Rouge est à l'œuvre. Les pourparlers entre dirigeants russes et ukrainiens doivent reprendre aujourd'hui. Les négociateurs espèrent trouver des compromis. Une visite en zone de guerre hautement symbolique. 3 premiers ministres de l'Union européenne sont arrivés ce mardi soir à Kiev. Les chefs des gouvernements polonais, tchèques et slovènes disent avoir fait le déplacement dans la capitale ukrainienne en qualité de représentants du Conseil européen. Ils entendent afficher, je cite, le soutien sans équivoque de l'UE à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine. Le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a publié ces photos accompagnées d'un post sur Facebook. Nous devons faire cesser le plus rapidement possible cette tragédie qui se déroule à l'Est, écrit-il. C'est pourquoi nous sommes à Kiev avec le vice-premier ministre Jarosław Kaczyński et les premiers ministres Petr Fiala et Janez Janša. Les 3 dirigeants ont effectué le voyage en train malgré les inquiétudes concernant leur sécurité. Leur visite intervient alors que les frappes russes se rapprochent du centre de la capitale. Une rencontre doit avoir lieu avec les dirigeants ukrainiens. Le flot des Ukrainiens quittant le pays continue de s'accroître. Moins de 3 semaines après le début de l'invasion russe, le seuil des 3 millions de personnes a été franchi, selon les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations. L'Europe n'avait pas connu un tel exode depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous avons maintenant atteint la barre des 3 millions de personnes qui ont quitté l'Ukraine pour se rendre dans les pays voisins. Parmi ces personnes, on compte quelques 157 000 ressortissants de pays tiers. La moitié de ces personnes sont des enfants accompagnés ou non d'un parent. Un porte-parole de l'UNICEF a mis en avant ces chiffres alarmants. Il y a 1,4 million d'enfants selon les derniers chiffres qui remontent à 36 heures, donc 1,4 million d'enfants sur 18 jours, ce qui fait environ 73 000 enfants par jour, donc 55 par minute, donc presque 1 par seconde. Selon les premières prévisions de l'ONU, 4 millions de personnes pourraient vouloir quitter l'Ukraine. La Pologne accueille à elle seule plus de la moitié de l'ensemble de ces réfugiés.
Il faut reconnaître que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'OTAN. Alors que c'est un des motifs avancés par la Russie pour justifier son invasion de l'Ukraine, le président Zelensky semble se résigner. Il avait déjà tempéré sa position la semaine dernière, disant avoir compris que l'Alliance n'était pas prête à accepter son pays. Il est évident que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Nous le comprenons. Nous avons entendu pendant des années que les portes étaient ouvertes, mais nous avons aussi entendu que nous ne pourrions pas adhérer. C'est la vérité et il faut le reconnaître. Je suis content que notre peuple commence à le comprendre, à ne compter que sur ses forces et sur nos partenaires qui nous aident. La Russie appelle de son côté à un vote du Conseil de sécurité des Nations Unies ce mercredi sur sa propre résolution humanitaire. Pour Moscou, toute résolution humanitaire portée devant l'ONU ne doit ni blâmer ni faire honte à la Russie. Nous verrons si le Conseil de sécurité peut ou non remplir sa mission d'adopter une nouvelle résolution qui portera sur la situation humanitaire en Ukraine avec des dispositions humanitaires claires comme l'appel à un cessez-le-feu négocié, l'évacuation des civils, le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme, la condamnation des attaques contre des civils et des biens à caractère civil, un passage sûr et sans entrave, un accès sans entrave de l'aide humanitaire, etc. Safe and unhindered passage, unhindered access of humanitarian assistance, etc. Le président américain Joe Biden réaffirme son engagement à toute épreuve auprès de ses alliés de l'Alliance. Il se rendra au sommet extraordinaire de l'OTAN à Bruxelles jeudi prochain. Objectif, réaffirmer un soutien ferme à l'Ukraine. L'employé de la chaîne russe publique Pervy Canal, qui a brandi une pancarte pour dénoncer la guerre en Ukraine en plein direct lundi soir, a été condamné à payer une amende et libéré par un tribunal de Moscou. Le procès ne portait pas sur son intervention sur le plateau de télévision de la première chaîne publique russe, mais sur une vidéo publiée quelques heures auparavant sur le site OVD Info. Dans cette dernière, Marina Ovsiannikov faisait part de sa honte de travailler pour une chaîne qu'elle accusait de diffuser de la propagande. Arborant un collier aux couleurs du drapeau ukrainien, la journaliste indiquait avoir un père ukrainien et une mère russe et qualifiait l'intervention militaire de crime en pointant du doigt la responsabilité directe du président Vladimir Poutine. Si la journaliste est pour l'instant libre, elle risque des poursuites pénales et jusqu'à 15 années de prison. Fin février, le Kremlin a mis en place une loi pour lutter contre ce qu'il appelle les fausses informations au sujet de l'Ukraine. Plusieurs termes sont bannis des médias, notamment ceux de guerre et d'invasion. Après cette opération coup de poing sur une chaîne suivie par des millions de téléspectateurs russes, Moscou a dénoncé un acte de hooliganisme. Selon OVD Info, qui défend le droit de manifester en Russie, près de 1500 personnes ont été arrêtées depuis le début de l'invasion russe, le 24 février. Une lueur d'espoir pour le sort de l'Irano-Britannique Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Une députée du nord de Londres a déclaré qu'elle aurait récupéré son passeport britannique et que des négociations seraient en cours à Téhéran. L'ancienne chef de projet pour la branche philanthropique de la fondation Thomson Reuters a été arrêtée en 2016 et condamnée à 5 ans de prison pour complot visant à renverser la République islamique. Après avoir purgé sa peine, Nazanin Zaghari-Ratcliffe a été condamnée à une année supplémentaire de prison pour avoir participé à un rassemblement devant l'ambassade d'Iran à Londres en 2009. En octobre dernier, son époux britannique a fait une grève de la faim suite à l'échec d'une procédure d'appel pour sa libération. Richard Ratcliffe indique que sa femme est retenue à cause d'une dette de plus de 460 millions d'euros réclamée par Téhéran à Londres. Un ciel orangé et une fine pellicule de sable, l'épisode météo a touché l'Espagne avant de s'abattre sur la France. Ce phénomène de fort vent chaud chargé de poussière de sable en provenance du Sahara est fréquent, mais il frappe par son intensité, son ampleur géographique et sa durée. Il s'accompagne généralement d'un pic de pollution. Ces poussières de sable devraient traverser la France avant de remonter vers le nord mercredi. Un sarcophage en plomb datant du XIVe siècle sous la dalle de Notre-Dame de Paris. C'est l'une des sépultures découvertes lors de fouilles archéologiques préalables aux travaux de reconstruction de la flèche de la cathédrale. Le sarcophage pourrait être celui d'un haut dignitaire. Son état de conservation est exceptionnel. Des éléments sculptés polychromes construits vers 1230 ont également été mis au jour.
La collaboration entre Russes et Américains se poursuit dans l'espace. À 400 km de nos têtes, 2 astronautes de la NASA ont effectué une sortie dans l'espace pour entretenir la Station spatiale internationale. Objectif, moderniser le système d'énergie solaire du laboratoire. Prochaine mission, la mise à niveau de l'alimentation électrique pour les astronautes. Les cosmonautes équiperont eux un nouveau module d'amarrage et un laboratoire.